Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Comics Code, un épisode en mode dégradé, en retard, et pour couronner le tout, enrhumé, mes excuses pour la voix de Penet bâillonné, mais une vidéo malgré tout où, après les nouveautés Panini, on va passer en revue, de manière probablement pas exhaustive, les nouveautés à paraître ou déjà parues chez les autres éditeurs français en novembre. Et on commence par Urban Comics, qui propose un programme qui devrait ravir les nostalgiques et les amoureux des années 90, tendance Image Comics. Par ordre de parution, on a tout d'abord eu le nouveau titre écrit et dessiné par Marc Silvestri, Batman et Joker, Deadly Duo. Bon, tout est dans le titre. Batman se trouve obligé de s'allier à son pire ennemi pour mettre un terme à une série de meurtres. Le scénario tient la route si on évite d'y regarder de trop près. Côté dessin, Marc Silvestri fait comme toujours un boulot très beau et très spectaculaire. Le problème, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler dans une vidéo précédente, c'est la mise en couleur faite directement sur ces crayonnés. Et c'est une technique que je déteste absolument et qui rend absolument pas justice aux planches de Silvestri. Du coup, si vous souhaitez vous procurer cet album, intéressez-vous plutôt à l'édition noir et blanc que propose Urban. En règle générale, je trouve que ce genre d'édition est un gadget sans intérêt et un attrape-couillon. Dans le cas présent, ça me semble la seule solution pour profiter au mieux des planches de Marc Silvestri. Sauf qu'il vous en coûtera 29€ au lieu de 21 pour l'édition couleur. Et qu'il faudra pas traîner parce qu'il me semble bien que c'est un tirage limité. 90s toujours avec le duo Batman Spawn qui a droit à 2 albums. Il y a d'abord la réédition des 2 crossovers de 1994, l'un réalisé par Todd McFarlane et Frank Miller, l'autre par Alan Grant, Doug Moench, Chuck Dixon et Klaus Johnson. Ce dernier est tout à fait anecdotique. Celui par McFarlane et Miller est plutôt marrant, avec un Miller en roue libre qui met en scène un Batman ultra badass, qui annonce celui qu'on retrouvera quelques années plus tard dans ses All-Star Batman and Robin. Et puis bon, il n'y a pas à tortiller, Todd McFarlane signait quand même à l'époque des planches assez jouissives dans le genre. Et puis, dans un second album, on a aussi droit au nouveau crossover Batman Spawn, écrit par McFarlane et dessiné par Greg Capullo. Ce genre de crossover intercompagnie est devenu tellement rare ces dernières années que cette parution fait forcément l'événement. Et là aussi, visuellement, c'est un vrai plaisir de retrouver Greg Capullo sur ces 2 personnages sur lesquels il a déjà longuement travaillé au cours de sa carrière. Côté scénario, alors, comment dire est-ce que je vous ai dit que les planches de Greg Capullo sont vraiment très belles ? Ouais, bon j'ai tout dit. À noter quand même que cet album propose le récit dans 3 formats différents, la version classique, la version noir et blanc et la version Pencil Unplugged. Est-ce qu'Urban n'aurait pas pu envisager une version économique qui se serait contentée de proposer le récit proprement dit et puis c'est tout ? Parce que là, au final, il vous en coûtera quand même 19€ pour une histoire de moins de 50 pages. Après Marc Silvestri et Todd McFarlane, passons à un autre des fondateurs d'Image Comics, Jim Lee, avec les tomes 1 et 2 de ses Wildcats. J'en connais que cette sortie va ravir, malheureusement j'en fais pas partie. Je suis assez vieux pour avoir lu les premières séries Image à leur sortie, et à l'époque, à part le Savage Dragon d'Eric Larson que je continue de lire 30 ans plus tard, ça m'a vacciné contre les récits de super-héros pendant un paquet d'années. Donc oui, en ce qui me concerne, Wildcats, je trouve ça assez joli, mais côté scénario, on n'est pas très loin du zéro absolu. Bref, si vous aimez les comics de cette époque, allez plutôt faire un tour du côté de chez Max Faraday dans les prochaines semaines, il en parlera beaucoup mieux que moi. Pour dire quelques mots du sommaire quand même, le premier tome contient les numéros 0 à 7, plus le crossover avec le Cyberforce de Marc Silvestri, et dans le tome 2, on a les épisodes 8 à 13, plus le numéro 50, le numéro 1 de Wildcats Adventures, adapté du dessin animé de l'époque, l'unique numéro paru de la série avortée de 2006 par Grant Morrison et Jim Lee, et enfin le crossover Wildcats X-Men The Silver Age par Scott Lobdell et Jim Lee, que je suis assez surpris de voir réédité ici puisqu'il s'agissait d'une coédition entre Image et Marvel Comics. Et puis on aura droit à la fin du mois à un 3e tome, Wildcats Evolution, qui regroupe les épisodes 21 à 34, soit l'intégralité des épisodes écrits par Alan Moore. Et dessinés par... Alors, Urban annonce en couverture uniquement le nom de Travis Charest. Dans les faits, Charest n'a dessiné qu'une petite partie de ces épisodes, auxquels ont participé des artistes comme Kevin Maguire, Ryan Benjamin, Scott Clark ou Matt Broom. J'ai pas lu ces épisodes depuis leur sortie, et encore je suis même pas certain de les avoir tous lus. C'est pas impossible que je profite de cette sortie pour m'y replonger, même si pour ce dont je me souviens, c'est dû à l'amour très mineur.
On peut d'ailleurs en dire autant de Terra Obscura, coécrit par Alan Moore et Peter Hogan et dessiné par Yannick Paquette. L'album réunit les 2 mini-séries de 2003-2004, dans lesquelles Alan Moore joue avec quelques archétypes de héros et d'aventuriers des débuts du XXe siècle, qui s'amusent à ressusciter dans un cadre plus contemporain. Pas du grand Moore, certes, mais intéressant, à la fois fun et pertinent, et fort joliment mis en image par Yannick Paquette. On retrouvera enfin Alan Moore dans Alan Moore présente DC Comics, un pot-pourri de ses divers travaux chez cet éditeur dans les années 80. On y trouve quelques classiques, notamment ses épisodes de Superman et d'Action Comics, qui ont mis un terme à ces séries avant le relaunch de John Byrne, son Batman annuel numéro 11, ou ses courtes histoires consacrées à l'univers de Green Lantern, qui ont beaucoup inspiré Geoff Jones, et puis aussi quelques curiosités comme ces 2 épisodes de Vigilante dessinés par Jim Bakey, ou un court récit dessiné par le légendaire Joe Orlando, consacré au Phantom Stranger. On retrouvera enfin la proposition faite à DC Comics par Moore du méga crossover intitulé Twilight of Super Heroes. Retour aux années 90 ou presque avec le premier tome de Vanish par Donny Cates et Ryan Stegman. Cates n'a jamais caché son amour pour les comics de cette époque et l'esprit de Todd McFarlane en particulier semble planer sur cette nouvelle série. Une histoire très sombre de vengeance, un type surpuissant mais brisé par ce qu'il a vécu autrefois, jusqu'au jour où il entrevoit la possibilité de faire payer ceux qui l'ont fait souffrir. Bon, pour du Donny Cates, le scénario est quand même assez léger, et avec l'accident qu'il a éloigné du monde des comics ces derniers temps, on ignore tout de l'avenir de cette série. En attendant, faut bien reconnaître que Ryan Stegman réalise ici une très belle prestation. Je sais pas s'il a jamais été aussi bon que sur le premier épisode qui défonce à peu près tout. Ce premier tome a en plus pour lui d'être vendu dans un premier temps à 10€, ce qui pourrait inciter à avoir davantage de clémence pour les faiblesses du scénario. Un mois à peine après le précédent, sorti du nouveau Batman Chronicles, le premier volume de l'année 1989. Au sommaire, les épisodes 430 à 439 de Batman. Au scénario, on a un épisode par Jim Starlin, 2 épisodes par Jim Owsley, alias Christopher Priest, un récit en 3 parties écrit par John Byrne, The Many Deaths of the Batman, et enfin Batman Year 3, écrit par Marv Wolfman. Les 6 premiers épisodes sont dessinés par Jim Aparo, les 4 derniers par Pat Broderick. On aura également l'annual numéro 13 de la série par Jim Owsley et Michael Baer, et puis l'adaptation du film de Tim Burton par Dennis O'Neil et Jerry Ordway. Bon, on peut s'interroger sur la présence de ce dernier titre dans ce volume, vu qu'il s'agit vraiment d'un récit à part, sans aucun lien avec le canon officiel. Et ce que je trouve plus gênant encore, c'est que Urban a publié ce récit en volume il y a tout juste un an. Donc, si vous l'avez acheté à l'époque et que vous comptiez vous procurer ce Chronicles, eh ben vous allez vous retrouver avec un joli doublon. Et comme avec Batman the Cult le mois dernier, à 35€ le volume, il y a de quoi ronchonner. Sortie du tome 11 de Saga par Brian K. Vaughan et Fiona Staples, le tome précédent a joliment relancé la série vers de nouveaux horizons. Saga continue d'être une très bonne série qui ressemble pas à grand chose d'autre, et c'est bien pour ça qu'on attend chaque nouveau tome avec une certaine impatience. Terminons les nouveautés urbaines avec le 2e et dernier tome de l'intégrale Gideon Falls de Jeff Lemire et Andrea Sorrentino. Je m'étais promis de relire les débuts de la série, qui à l'époque m'avait pas du tout convaincu. J'ai pas encore trouvé le temps, on verra si j'arrive d'ici la fin de l'année. Chez Delcourt, on a déjà eu droit à quelques très belles choses ce mois-ci, à commencer par la réédition d'Arrow Smith de Kurt Busiek et Carlos Pacheco. Je vais pas m'étendre, j'ai consacré une vidéo à ce titre l'an dernier, je vous invite à aller y jeter un œil. Disons que, de mon point de vue, c'est le chef-d'œuvre de Pacheco, qui signe des planches absolument sublimes, dans un registre très différent de ce qu'il a pu faire par ailleurs. Et côté scénario, là aussi, c'est un des récits les plus inspirés de Busiek. Donc, ça a beau avoir 20 ans, ça reste un incontournable que je vous conseille absolument. Sorti le même jour de Walking Dead Clementine de Tillie Walden. Si j'ai tout compris, Clementine vient à l'origine d'une adaptation de l'univers de Robert Kirkman en jeu vidéo. Bon, dans les faits, on s'en fout. L'intérêt de la chose, c'est qu'elle est écrite et dessinée par Tillie Walden, une autrice à laquelle on doit notamment le graphic novel Dans un rayon de soleil, paru en France chez Gallimard Jeunesse. Un récit qui racontait une histoire intimiste dans un cadre de science-fiction. Tillie Walden fait grosso modo la même chose ici, à savoir raconter l'intimité de ses personnages dans un décor peuplé de zombies. C'est très différent de ce que faisaient Kirkman et Adler sur la série, ça plaira sans doute pas à tout le monde, mais perso j'aime beaucoup, et j'en parlerai très bientôt. A noter que cet album est le premier d'un récit en 3 parties. Sorti d'un nouveau volume dans la bibliothèque de Daniel Clowes, Monica, son œuvre la plus récente. Tellement récente d'ailleurs que j'ai pas encore eu le temps de la lire. Mais bon, je l'ai récupérée, donc on en reparlera là aussi très bientôt.
Aux antipodes de l'univers de Daniel Clowes, on trouve le tome 3 de Gunslinger Spawn par Todd McFarlane et Brett Booth. Parce que bon, à chaque mois son nouveau Spawn, et le mois où Urban Comics publie 2 albums de Spawn, Delcourt pouvait évidemment pas rester en reste. Ça se voit que j'ai rien à dire sur Spawn, ça tombe bien, j'ai rien à dire non plus sur Undiscovered Country, dont le tome 4 est toujours signé Scott Snyder, Charles Soule et Giuseppe Camuncoli. J'ai abandonné au premier tome, si vous avez continué jusque-là, ma foi, continuez. Je dirais pas grand chose non plus du tome 11 de l'intégrale d'Invincible, de Robert Kirkman et Ryan Utley. C'est pas que j'ai rien à en dire, c'est juste que j'ai trop peur de spoiler quoi que ce soit au cas où vous ne seriez pas à jour. Auquel cas vous avez tort, et il est plus que temps de rattraper votre retard. En matière d'histoire de super-héros, on n'a pas fait beaucoup mieux qu'Invincible ces 20 dernières années. Et je rappelle que la série trouvera sa conclusion au prochain et dernier tome. Terminons les sorties Delcourt avec Chroma, écrit et dessiné par Lorenzo De Felici, artiste notamment connu pour sa collaboration avec Robert Kirkman sur la série Oblivion Song. Ici, il imagine un monde post-apocalyptique dans lequel toutes les couleurs sont bannies parce que source de danger mortel. L'idée peut sembler bizarre a priori, sauf que ça fonctionne, ne serait-ce que visuellement, parce que bon, on parle de BD ici, de récits graphiques, et cette idée de base permet à De Felici de développer un univers visuellement très intéressant et assez singulier, avec une vraie identité propre. Ne serait-ce que pour ça, ça vaut vraiment le coup d'aller jeter un œil à Chroma. Chez iComics, outre la réédition en coffret de l'intégrale Scott Pilgrim de Brian Lee O'Malley, un titre qui se doit de figurer dans la bibliothèque de tout gentilhomme qui se respecte, la véritable nouveauté du mois, c'est Immortal Sergeant de Joe Kelly et Ken Nimura, le même duo auquel on doit la série I Kill Giants. Bon, si cette dernière référence vous parle, vous serez sans doute tenté d'aller faire un tour du côté de cet Immortal Sergeant. Perso, j'ai tenté et ça m'est tombé des mains. Le côté sketchy des dessins de Nimura ne m'attire pas du tout et je suis pas rentré dans l'histoire de Kelly. Donc, je zappe. Chez Black River, sorti du 2e tome de Ragnarok, écrit et dessiné par Walt Simonson. Le premier tome avait déjà été publié il y a quelques années chez Glénat, celui-ci est 100% inédit en France. Et je suis assez impatient de le lire. Ragnarok, c'est une sorte de prolongement de son travail sur Thor chez Marvel dans les années 80, mais totalement libéré de toute contrainte éditoriale. Ça donne quelque chose d'assez radical dans le traitement des personnages, et graphiquement, Simonson touche encore sa bille. Autre sortie Black River, Kadat l'inconnu, adaptation de l'œuvre de Lovecraft par Florentino Flores, Guillermo Sanna et Jacques Salomon. Un récit qui met donc en scène le célèbre personnage de Lovecraft, Randolph Carter, au royaume des rêves, qui régulièrement apparaît davantage comme un royaume des cauchemars. C'est pas mal, plutôt bien rythmé, mais le dessin de Sanna et Salomon, quoique tout à fait correct, est quand même beaucoup trop sage et trop propre pour mettre en image les univers de Lovecraft. De ce point de vue, mieux vaut aller faire un tour du côté des œuvres de Gutanabe ou du récent Le dernier jour de Howard Phillips Lovecraft, de Romuald Giolivo et Jacob Rebelka chez 404 Graphiques. Pendant ce temps, Hugin et Munin poursuit sa réédition de Sin City de Frank Miller avec le 4e tome, Le Salaud en jaune, soit la mini-série That Yellow Bastard. Autre classique, autre réédition, chez Delirium, celle de Den de Richard Corben. Une œuvre qui n'était plus disponible depuis des lustres et qui constitue l'un des sommets de l'œuvre de Corben. Cette réédition a donné lieu à un crowdfunding qui a explosé tous les compteurs. L'album est d'ores et déjà disponible en librairie. En revanche, pour ceux qui ont précommandé sur KissKissBankBank, va falloir être encore un peu patient. On en reparle dès que j'ai reçu le mien. Chez Comics Initiative, sortie des tomes 5 et 6 de Love and Rockets des frères Hernandez. À chaque nouvelle sortie, je promets que j'y consacrerai une vidéo un de ces jours. Bon je vais continuer de promettre, ça coûte rien. À noter aussi la sortie d'un tome à part, grand format, consacré exclusivement aux couvertures de la série. Un tome que j'ai pas croisé en librairie, mais je ne désespère pas. Chez Paquet, sortie du tome 31 de Usagi Yojimbo de Stan Sakai. À un moment donné, on pouvait croire que Paquet avait abandonné la publication de cette série. Le tome précédent est sorti fin 2019, alors qu'il reste encore pas mal d'épisodes à publier en France. Faut croire que le dessin animé sur Netflix a permis de relancer les choses. Paquet avait réédité il y a peu les premiers tomes de la série à 3€, voici donc du 100% inédit. Et si vous ne connaissez pas, oui, c'est bien du comic book et pas du tout du manga, même si en France il est vendu dans ce format et que vous le trouverez plus vraisemblablement au rayon manga qu'au rayon comics. Terminons avec les sorties Vestron de novembre, j'en ai compté 3. Mask, l'intégrale volume 1 par Brandon Easton, Juan Samu et Tony Vargas. Teenage Mutant Ninja Turtles, le scénario original, soit l'adaptation du film de 1990 par Kevin Eastman, Peter Laird et Eric Talbot. Un album de 200 pages qui publie la même histoire dans 3 formats différents, classique, en noir et blanc et en version layouts. Et enfin, Power Rangers, l'intégrale tome 1,
par Kyle Higgins et Andriy Prasetya. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous très vite pour la suite, qu'on espère cette fois moins en retard et moins enrhumé. D'ici là, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, laisser un commentaire, partager cette vidéo sur les réseaux sociaux et surtout, lire des comics. Soyez sages et à bientôt.